J'ai déposé mon mari au port. Il m'a dit « Ce sera une croisière d'affaires, mon amour. Dans 5 jours, je suis de retour. » Mais 40 minutes plus tard, j'ai reçu un appel vidéo d'une amie. Elle m'a dit « Ton mari ne devrait pas être en réunion d'affaires maintenant ?» Quand elle a tourné la caméra, le sol a disparu sous mes pieds. Je m'appelle Sylviane. J'ai 57 ans. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est mon histoire. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Laissez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Ça me touche sincèrement de savoir que vous êtes là. Ce matin-là, Marseille sentait le sel et le froid. Je me souviens de tout avec une précision qui me surprend encore aujourd'hui. La lumière grise qui tombait sur les quais du Vieux-Port. Les mouettes qui criaient là-haut comme si elles savaient quelque chose que moi, je ne savais pas encore. L'odeur de gasoil mélangée à l'air marin. Cette odeur lourde et familière que j'associais depuis toujours au départ. Et moi, debout sur le trottoir du port, dans mon manteau beige, celui qu'il disait aimer sur moi, avec le rouge à lèvres que j'avais mis ce matin-là parce que je voulais être belle pour lui, parce que, même après 32 ans de mariage, je voulais encore lui plaire quand il partait. Loïc était à côté de moi avec sa grande valise grise, celle aux roulettes qui grincent, 32 ans, et ce bruit de roulettes m'accompagnait comme une musique familière à chaque voyage. Je le regardais vérifier ses poches, son passeport, son téléphone, ces gestes ordinaires d'un homme ordinaire qui part pour le travail. C'est ce que je pensais, c'est ce que je croyais. Il s'est retourné vers moi. Il a souri. Ce sourire que je connaissais depuis 1992, ce sourire qui avait été tout pour moi pendant des décennies. Et il a dit, de cette voix posée et assurée qui ne tremblait jamais, « Mon amour, dans 5 jours je suis de retour. Ce sera épuisant. Tu sais comment sont les Suisses dans les affaires. Mais c'est pour notre avenir, pour nous deux. » Il a dit ces mots avec une telle facilité, avec une telle légèreté, comme si mentir était quelque chose de naturel pour lui, quelque chose qu'il faisait depuis longtemps sans même y penser. Et puis, il s'est approché de moi. Il m'a embrassé sur le front. Ce baiser dont je me souviens avec une clarté douloureuse. Les lèvres étaient là, le contact était réel, mais il n'y avait rien dedans, aucune chaleur, aucun poids, comme un geste mécanique accompli avant une chose bien plus importante, comme si j'étais un meuble qu'on touche en passant. J'ai senti quelque chose à ce moment-là, quelque chose d'indéfinissable, une légère pression dans la poitrine, une petite voix que j'ai immédiatement fait taire parce que je ne voulais pas y croire. Je l'ai regardé prendre sa valise, je l'ai regardé marcher vers la passerelle. Et là-haut, depuis le pont du navire, il a agité la main dans ma direction avec ce sourire de façade, ce geste de celui qui joue un rôle pour la galerie. Je lui ai rendu son sourire. Je lui ai rendu son geste. Parce que c'était ce que je savais faire depuis 32 ans. Le navire a commencé à s'éloigner lentement. J'ai regardé la silhouette du bateau se détacher des quais, glisser sur l'eau sombre du port, s'enfoncer dans la brume légère du matin. Les mouettes continuaient de crier. Le vent soufflait dans mon manteau. Et moi, je suis restée là, immobile sur le quai de Marseille, sans savoir encore que ces 40 prochaines minutes allaient changer absolument tout. Je suis rentrée à l'appartement. J'ai préparé du café. Je me suis assise près de la fenêtre avec ma tasse entre les mains, regardant les toits de Marseille, pensant à des choses ordinaires. La liste de courses, le dîner de dimanche chez ma sœur, les fleurs sur le balcon qui avaient besoin d'eau, des pensées banales d'une femme ordinaire un mardi matin. Et puis mon téléphone a vibré. C'était un appel vidéo. Le nom affiché sur l'écran, Cécile. Cécile était mon amie depuis 20 ans, une femme élégante, discrète, qui ne téléphonait jamais sans raison. Quand je voyais son nom s'afficher, je savais que c'était important. Mais là, je ne me doutais de rien. Je pensais peut-être à un déjeuner, à une nouvelle qu'elle voulait partager. J'ai répondu en souriant. Elle n'a pas souri. Son visage sur l'écran était tendu. Ses yeux avaient cette expression particulière des gens qui portent quelque chose de lourd et qui ne savent pas encore comment le déposer. Elle parlait à voix basse, presque en chuchotant, et derrière elle, j'entendais un bruit que je n'ai pas identifié immédiatement. Un bruit de fond,
Des voix, de la musique douce, le tintement de verre. « Sylviane ?» elle a dit. Juste mon prénom, avec cette façon de le prononcer qui signifiait que ce qui venait après n'allait pas être facile. « Sylviane, dis-moi. Loïc ne devrait pas être en réunion d'affaires là, maintenant ?» J'ai posé ma tasse, lentement. « Oui, » j'ai répondu. « Il vient d'embarquer. Il a une réunion avec des investisseurs suisses. Pourquoi ?» Il y a eu un silence. Court, lourd. Le genre de silence qui précède les choses qu'on ne peut pas effacer une fois qu'elles sont dites. « Parce que, » elle a murmuré, « je suis sur le même bateau. » Mon cœur a fait quelque chose d'étrange. Pas un battement normal, quelque chose de plus irrégulier, plus profond, comme un avertissement que le corps envoie avant que la tête ait eu le temps de comprendre. « Cécile, qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a pas répondu avec des mots, elle a retourné la caméra, et mon sol a disparu. Dans le restaurant panoramique du navire, avec la Méditerranée comme décor derrière les grandes baies vitrées, avec une coupe de champagne à la main et un sourire que je ne lui avais jamais vu, pas avec moi, jamais avec moi, il y avait Loïc, mon mari. L'homme qui m'avait embrassé sur le front 40 minutes plus tôt avec un baiser sans saveur. L'homme qui m'avait dit que les Suisses étaient difficiles en affaires. Il n'était pas seul. Il était entre deux femmes, jeunes, élégantes. Et son bras était enroulé autour de la taille de l'une d'elles avec une intimité qui hurlait plus fort que n'importe quel mot. Pendant que je regardais, incapable de bouger, incapable de respirer, il s'est penché vers elle. Et il lui a donné un baiser, un vrai baiser, long, tendre, le genre de baiser qu'il ne m'avait pas donné depuis des années. Cécile a retourné la caméra vers elle. Ses yeux étaient brillants. « Amie, je suis tellement désolée, mais je devais te montrer. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas laissé tomber le téléphone. Je suis restée assise, immobile, avec ma tasse de café refroidie entre les mains, et j'ai regardé le visage de mon ami sur l'écran. Et quelque chose en moi, quelque chose que je ne savais pas qui existait, a commencé à se mettre en ordre, froidement, méthodiquement, comme les pièces d'un mécanisme qui s'enclenchent les unes après les autres. « Merci, Cécile », j'ai dit. Ma voix était calme, trop calme peut-être. « Reste là, ne raccroche pas encore, j'ai besoin de toi. » Ce que j'allais lui demander de faire dans les minutes suivantes, ce plan qui commençait à prendre forme dans ma tête avec une clarté terrifiante. Lui a d'abord fait peur. Et honnêtement, il m'a fait peur aussi. Parce que je comprenais, en cet instant précis, que la femme que j'avais été pendant 32 ans venait de disparaître pour toujours. Et celle qui la remplaçait n'avait pas l'intention de pleurer. Ce baiser froid sur mon front n'était pas la pire chose qu'il m'avait faite. La pire chose, je n'allais la découvrir que le soir même, dans son bureau, devant son ordinateur. Et ce que j'y ai trouvé n'était pas seulement une trahison, c'était un crime. Je suis restée au téléphone avec Cécile encore quelques minutes. Elle me regardait avec ses yeux inquiets, cette expression de quelqu'un qui vient de lancer une pierre dans l'eau et qui observe les cercles s'élargir sans savoir jusqu'où ils vont aller. Elle voulait savoir si j'allais bien. Elle voulait savoir ce que je ressentais. Elle voulait, je crois, que je pleure un peu, que je dise quelque chose de normal, quelque chose d'humain qui lui confirme que j'étais encore la Sylviane qu'elle connaissait. Mais je n'avais pas de larmes, pas encore. « Cécile », j'ai dit, et ma voix m'a surprise moi-même par sa fermeté. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, quelque chose d'important. » Elle a hoché la tête sans hésiter. « Ne te fais pas remarquer, ne t'approche pas de lui, il ne te connaît pas, c'est notre avantage. Mais je veux que tu photographies tout ce qu'il fait, avec qui il est, où il va sur ce bateau, chaque repas, chaque moment. Tu peux faire ça ?» Il y a eu un silence court, sérieux. Et elle a répondu « Je peux faire ça ». J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine. Je me suis levée. Je suis allée au réfrigérateur, j'ai pris la carafe d'eau, j'ai rempli un verre et j'ai bu lentement, debout devant la fenêtre, regardant les toits de Marseille comme si je cherchais une réponse quelque part entre les tuiles orangées et le ciel gris du matin. Les voitures passaient en bas. Un enfant criait dans la rue.
Le monde continuait de tourner avec cette indifférence absolue que le monde a toujours pour nos catastrophes personnelles. Et puis, j'ai fait quelque chose que personne n'aurait attendu de moi dans ce moment-là. Je suis allé chercher un cahier. Il était dans le tiroir du bureau, un cahier à couverture rigide noire que j'avais acheté des mois plus tôt sans raison particulière et qui n'avait jamais été ouvert. J'ai pris un stylo. Je me suis assise à la table et j'ai écrit en haut de la première page, d'une écriture ferme et droite, les mots qui allaient devenir le fil conducteur de ces 5 jours. Jour 1. Il a 5 jours. J'en ai besoin de moins. 57 ans. On apprend des choses en 57 ans. On apprend que le désespoir est un luxe que certaines femmes ne peuvent pas se permettre. On apprend que les larmes peuvent attendre, qu'elles seront encore là dans 1 heure, dans 1 jour, dans 1 semaine, et qu'elles ne servent à rien quand il y a du travail à faire. On apprend surtout que la colère la plus dangereuse n'est pas celle qui crie, c'est celle qui se tait, qui s'assoit, qui réfléchit et qui commence à écrire dans un cahier noir. Le téléphone vibrait régulièrement. Cécile tenait sa promesse. Les photos arrivaient une par une, puis par série. Lui au bar du navire, riant avec les 2 femmes. Lui sur le pont, le bras autour des épaules de l'une d'elles, le visage tourné vers la mer avec cette expression détendue, presque joyeuse, que je ne reconnaissais plus. Lui à table, en train de commander, faisant le geste élégant de celui qui connaît les bons vins, ce geste qu'il faisait autrefois pour m'impressionner quand nous étions jeunes et que nous allions au restaurant le soir de nos anniversaires. Je regardais chaque photo. Je les enregistrais toutes. Et j'écrivais dans le cahier. Pas des mots de douleur, des mots de stratégie. Parce qu'en regardant ces images, quelque chose avait commencé à s'assembler dans ma tête. Une intuition d'abord, floue et incertaine, puis de plus en plus nette, de plus en plus précise. Ces 2 femmes, leur allure, la façon dont elles se comportaient avec lui, pas comme des maîtresses ordinaires, pas comme des femmes simplement séduites par un homme marié. Il y avait quelque chose de plus structuré dans leur relation, quelque chose de plus organisé. Je ne savais pas encore quoi exactement, mais je savais où chercher. Son bureau. Il y avait un bureau dans notre appartement que Loïc considérait comme son territoire exclusif, une pièce qu'il fermait toujours à clé quand il partait. Mais cette fois, dans la précipitation du départ, ou peut-être dans la certitude arrogante que je n'oserais jamais, il avait oublié de fermer à clé. J'avais entendu le déclic habituel dans ma tête, ce son familier qui signifiait « cette pièce n'est pas pour toi ». Et puis j'avais réalisé, en testant la poignée, qu'il n'y avait rien. La porte s'était ouverte sans résistance. Je me suis assise devant son ordinateur. L'écran s'est allumé. La fenêtre de connexion est apparue. J'ai regardé le curseur clignoter dans le champ du mot de passe et j'ai souri malgré moi d'un sourire sans joie. Parce que Loïc, malgré toute son intelligence, malgré toute la sophistication de son plan, avait gardé le même mot de passe depuis des années. Je le connaissais. Pas parce qu'il me l'avait dit, il ne me l'avait jamais dit, mais parce qu'un soir, des années plus tôt, je l'avais vu le taper sans qu'il s'en rende compte, et j'avais reconnu les chiffres immédiatement. La date de notre mariage. Le 14 septembre 1992. J'ai tapé les chiffres. L'ordinateur s'est ouvert. Et pendant les 2 heures qui ont suivi, assise dans son fauteuil, dans son bureau qui sentait son parfum et son désordre ordonné, j'ai lu. J'ai cherché. J'ai trouvé. Et ce que j'ai trouvé m'a tenue immobile pendant de longues minutes, les mains à plat sur le bureau, les yeux fixés sur l'écran, respirant lentement pour ne pas laisser la panique prendre le dessus sur la lucidité. Ce n'était pas seulement une infidélité. Ce n'était pas seulement 2 femmes sur un bateau. C'était un plan. Un plan élaboré, méthodique, documenté avec une précision qui m'a fait froid dans le dos. Des contrats, des transferts, des noms d'entreprises enregistrés à l'étranger, des relevés de virements bancaires vers des comptes que je ne connaissais pas. Et les noms de ces 2 femmes que Cécile continuait de photographier à bord du navire, apparaissaient partout dans ces documents. Elles n'étaient pas seulement ses maîtresses. Elles étaient les bénéficiaires légales du transfert systématique de notre patrimoine commun. Tout ce que nous avions construit ensemble en 32 ans, les appartements, les investissements, la société que j'avais contribué à faire grandir quand nous n'avions rien, était en train de passer dans leurs mains, lentement, proprement, légalement.
Il se préparait à demander le divorce. Et il se préparait à me laisser sans rien. J'ai pris le stylo. J'ai écrit dans le cahier pendant 1 heure, chaque document, chaque chiffre, chaque nom. Ensuite, j'ai pris une clé USB dans le tiroir et j'ai tout copié. Absolument tout. J'ai refermé l'ordinateur exactement comme je l'avais trouvé. Et avant de quitter le bureau, j'ai fait quelque chose de peut-être inutile, mais qui m'a semblé juste. J'ai posé un cheveu sur le rebord de l'écran. Si quelqu'un ouvrait l'ordinateur avant moi, je le saurais. De retour dans la cuisine, j'ai pris mon téléphone. J'ai écrit un message à un homme que je n'avais pas contacté depuis 2 ans. Mon avocat. Maître Cassagne. Un homme sec, précis, implacable, en qui j'avais une confiance absolue. Maître Cassagne, j'ai besoin de vous voir demain matin. C'est urgent. J'apporte des documents. Pouvez-vous me recevoir à 7h30 ? La réponse est arrivée en moins de 3 minutes. 7h30. Mon cabinet. Je serai là. J'ai posé le téléphone. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit tombait sur Marseille. Les lumières de la ville s'allumaient une à une, et quelque part sur la Méditerranée, Loïc buvait du champagne en croyant que j'attendais sagement son retour. Il m'avait donné 5 jours. Il ne savait pas encore ce que 5 jours signifiait pour une femme qui venait de comprendre l'étendue exacte de sa trahison. Le lendemain matin, pendant que Loïc enregistrait un message audio avec des bruits de mouettes et de vent pour me faire croire qu'il était épuisé par ses réunions, j'étais assise en face de Maître Cassagne. Et ce que nous avons mis en mouvement ce matin-là dans ce cabinet. Il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 5 heures. Pas à cause d'un cauchemar. Pas à cause des larmes. Elles n'étaient toujours pas venues, et je commençais à comprendre qu'elles ne viendraient peut-être pas de sitôt. Je me suis réveillée parce que mon cerveau n'avait pas cessé de travailler pendant la nuit, comme une machine qu'on ne peut plus éteindre une fois qu'elle a trouvé son rythme. Je me suis levée dans le noir, j'ai enfilé ma robe de chambre, et je suis allée dans la cuisine préparer du café en regardant Marseille dormir encore sous les réverbères jaunes. J'ai ouvert le cahier. J'ai relu ce que j'avais écrit la veille. Chaque ligne, chaque chiffre, chaque nom. Et puis, à 6h15, j'ai pris ma veste, mon sac, la clé USB et j'ai quitté l'appartement. Le cabinet de Maître Cassagne était dans le 8e arrondissement, aux rues Paradis, une adresse que j'avais toujours trouvée légèrement ironique pour un avocat spécialisé dans les divorces et les contentieux financiers. L'immeuble était sobre, bourgeois, avec une plaque de cuivre à l'entrée et un ascenseur qui sentait le bois ciré. À 7h25, j'étais dans la salle d'attente, assise bien droite sur la chaise en cuir brun, le sac sur les genoux, attendant. Maître Cassagne est apparu à 7h30 exactement. Grand, mince, les cheveux gris coupés courts, des lunettes cerclées d'acier. Il m'a serré la main avec cette poigne ferme et professionnelle qui ne laissait aucune place à la compassion inutile, et il m'a dit simplement « Entrez ». Je me suis assise en face de lui. J'ai posé la clé USB sur son bureau. Et pendant 40 minutes, je lui ai tout expliqué. La valise aux roulettes qui grince, le baiser sur le front, l'appel vidéo de Cécile, les photos, et surtout, ce que j'avais trouvé dans l'ordinateur, les entreprises de façade, les transferts, les noms des 2 femmes sur les documents financiers, tout. Maître Cassagne n'a pas changé d'expression une seule fois pendant que je parlais. Il écoutait, les mains jointes sur le bureau, les yeux fixés sur moi, avec cette concentration absolue que les bons avocats ont et qui vous donne l'impression d'être parfaitement comprise. Quand j'ai terminé, il a pris la clé USB. Il l'a insérée dans son ordinateur. Il a regardé les fichiers en silence pendant plusieurs minutes. Et puis il a retiré ses lunettes, il les a posées sur le bureau et il a dit « Madame Sylviane, ce que vous m'apportez là n'est pas seulement une infidélité. C'est une fraude patrimoniale caractérisée. C'est une évasion de capitaux. C'est un délit pénal. » Il a repris ses lunettes. La question est, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et je l'ai regardé dans les yeux. Je veux tout bloquer, j'ai dit. Tous les comptes joints, tous les investissements, tous les biens immobiliers encore à mon nom. Je veux que rien ne puisse être transféré pendant son absence. Et je veux que ça soit en vigueur avant la fin de la journée. Maître Cassagne a hoché la tête lentement, comme un homme qui évalue une stratégie militaire.
C'est faisable. Avec ces preuves, nous pouvons demander un gel conservatoire en urgence pour suspicion d'évasion de fonds. Le juge peut valider ça dans la journée. Il a ouvert un tiroir, sorti un dossier vierge, commencé à écrire. Vous avez bien fait de venir vite. C'est à ce moment précis que mon téléphone a vibré. Un message audio de Loïc. Je l'ai regardé sans l'ouvrir pendant quelques secondes. Puis, j'ai appuyé sur Play, le haut-parleur dirigé vers le bureau de Maître Cassagne pour qu'il entende aussi. La voix de mon mari a rempli la pièce, fatiguée, légèrement essoufflée, avec en fond sonore le bruit du vent et des mouettes, ce fond sonore tellement parfait, tellement calculé, que j'en ai eu la nausée. Mon amour, les réunions sont épuisantes. Ces Suisses sont vraiment difficiles. Je pense à toi. Notre avenir dépend de ce voyage, tu sais. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Maître Cassagne a levé les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Je n'ai rien dit. J'ai pris mon téléphone. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. J'ai respiré une fois, calmement. Et j'ai parlé avec une voix que je ne me connaissais pas. Douce, chaleureuse, pleine d'une tendresse parfaitement fabriquée. Courage, mon amour. Notre avenir dépend de ton effort. Je suis tellement fière de toi. Je t'attends avec impatience. J'ai envoyé le message. J'ai reposé le téléphone sur le bureau de l'avocat et j'ai dit « Nous pouvons continuer ». Maître Cassagne a souri. Un sourire discret, presque imperceptible, celui d'un homme qui vient de comprendre à qui il a affaire. Chers auditeurs, avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Et laissez un like, ça m'aide énormément. Merci. On reprend. Nous avons travaillé jusqu'à midi. Maître Cassagne et moi, côte à côte, construisant méthodiquement le dossier. Il dictait à son assistante, je complétais les détails, je confirmais les chiffres, je montrais les fichiers sur la clé USB. C'était un travail précis, froid, chirurgical. Et pendant tout ce temps, les photos de Cécile continuaient d'arriver sur mon téléphone. Lui au petit déjeuner, avec les deux femmes sur le pont supérieur. Lui dans une boutique du bateau, en train d'acheter quelque chose, un bijou peut-être, ou un foulard, pour l'une d'elles, avec ce sourire généreux qu'il avait quand il voulait impressionner. Je regardais chaque photo, je les enregistrais, et je continuais de travailler. À 13 heures, Maître Cassagne a déposé la demande de gel conservatoire au tribunal. Le juge de permanence avait été contacté en urgence. Avec les preuves que nous apportions, les documents, les transferts, les relevés, la demande était solide. D'ici ce soir ou demain matin, au plus tard, m'a dit Maître Cassagne en me raccompagnant à la porte, tous les comptes seront gelés. Je suis sorti rue Paradis. L'air de Marseille était plus froid qu'hier, le ciel couvert, les platanes le long du trottoir agitant leurs dernières feuilles d'automne dans le vent. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assise et j'ai regardé droit devant moi pendant une longue minute sans démarrer. C'est là, dans ma voiture garée rue Paradis, que j'ai reçu l'appel de Cécile. Pas un message, cette fois. Un appel. Sa voix était différente, plus tendue, plus grave. Sylviane, il s'est passé quelque chose. J'ai découvert quelque chose sur le bateau, et je ne sais pas comment te le dire. J'ai fermé les yeux une seconde. Dis-moi. J'ai parlé avec les deux femmes, cet après-midi, à la piscine, pendant qu'il était parti. Je me suis approchée, j'ai fait comme si j'étais une passagère ordinaire. On a parlé. Elles sont bavardes, tu sais. Le genre de femmes qui parlent facilement quand elles se sentent entre elles. Elle a marqué une pause. Sylviane. Elle croit qu'il est veuf. J'ai senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Répète. Il leur a dit que sa femme était morte. Il y a 2 ans, d'une maladie grave. Il leur a raconté qu'il avait porté ce deuil seul, que c'était difficile, mais que la vie continue. La voix de Cécile tremblait légèrement d'indignation contenue. Sylviane, il t'a tuée. Sur le papier, il te vide de ton argent. Et dans sa tête, dans sa vie avec ses femmes, tu n'existes même plus. Tu es morte. Le silence qui a suivi a duré plusieurs secondes. Pas parce que j'étais dévastée, pas parce que les larmes arrivaient enfin, mais parce que cette information venait de changer quelque chose dans mon plan. Elle venait d'ajouter une dimension que je n'avais pas anticipée. Et mon cerveau, ce cerveau qui ne s'arrêtait plus depuis 36 heures,
était déjà en train de recalculer, de réorganiser, de trouver comment utiliser cette information nouvelle. « Cécile, » j'ai dit finalement, « merci. Tu rentres dans ta cabine et tu te reposes. Le travail de demain sera différent. » J'ai raccroché, j'ai démarré la voiture, et en conduisant vers l'appartement, j'ai pensé à la voiture dans le garage. Ce véhicule de collection qu'il astiquait lui-même les week-ends, qu'il appelait par son nom, qu'il ne laissait jamais personne conduire, sa fierté, son trésor. J'avais le numéro d'un certain collectionneur dans mon répertoire, un homme que Loïc détestait profondément depuis des années, pour des raisons professionnelles qui remontaient à une époque où les deux hommes s'étaient disputé un contrat important. Un homme qui avait toujours voulu cette voiture, et qui paierait, j'en étais certaine, comptant et immédiatement, même à moitié prix. Juste pour le plaisir de la voir. J'ai garé la voiture, je suis montée à l'appartement, j'ai ouvert le cahier à la page du jour 2, et j'ai commencé à écrire. Ce que j'ai découvert le 3e jour, grâce à Cécile, n'était pas seulement une trahison supplémentaire. C'était la preuve que pour Loïc, j'étais déjà effacée, déjà morte. Mais il allait très bientôt découvrir que les femmes qu'on croit mortes sont parfois les plus dangereuses. Le 3e jour a commencé sous un ciel blanc et lourd. Marseille en novembre a cette façon particulière d'être grise, sans être triste, froide, sans être hostile. Les rues du quartier sentaient le pain chaud des boulangeries qui ouvraient tôt et le café fort des bistrots du coin. Je me suis levée à l'aube encore une fois avec ce même cerveau infatigable qui tournait avant même que mes pieds touchent le sol. Je me suis fait du thé cette fois. Le café commençait à me rendre les mains légèrement tremblantes et j'avais besoin de mains fermes pour ce qui allait suivre. J'ai ouvert le cahier. J'ai relu la page du jour 2. J'ai ajouté 3 lignes en bas de page. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché dans mes contacts un nom que je n'avais pas composé depuis presque 3 ans. Gérard. Gérard était collectionneur de voitures anciennes. Un homme passionné, fortuné, avec cette obsession tranquille que certains hommes développent pour les objets mécaniques, comme d'autres le font pour les tableaux ou les montres. Il avait croisé Loïc dans plusieurs événements au fil des années, et entre eux s'était installée une rivalité sourde, jamais déclarée ouvertement mais palpable à chaque rencontre. Ils se saluaient avec une politesse glaciale qui en disait plus long que n'importe quelle dispute. Et cette voiture, le véhicule de collection garé dans notre garage, que Loïc astiquait chaque samedi matin avec des gestes presque religieux. Gérard l'avait convoité depuis le jour où il l'avait vu. Il avait fait une offre une fois, des années plus tôt. Loïc avait refusé avec un sourire satisfait qui avait mis Gérard hors de lui. J'ai appuyé sur appel. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Gérard, c'est Sylviane. » Un silence surpris de l'autre côté. « J'ai une proposition à vous faire. La voiture de Loïc. Je vous la vends. » Le silence qui a suivi était différent, plus lourd, chargé d'une incrédulité mélangée à quelque chose qui ressemblait à de la jubilation contenue. « La voiture, » il a répété lentement. « Vous êtes sérieuse ? » ?»« Tout à fait sérieuse. Moitié prix. Paiement comptant aujourd'hui. Vous venez la chercher dans la journée. » Un autre silence. Plus court cette fois. « Je serai là à 14h. » J'ai raccroché. J'ai noté dans le cahier « Voiture, vendue, jour 3, 14h. » Et j'ai refermé le cahier avec une satisfaction sobre, sans triomphe excessif, le genre de satisfaction qu'on ressent quand une pièce du mécanisme s'enclenche exactement là où elle devait aller. Dans la matinée, Cécile m'a envoyé une série de photos nouvelles. Lui, au buffet du petit déjeuner, détendu, en chemise ouverte, riant avec les 2 femmes. Lui sur le pont, les lunettes de soleil sur le nez malgré le ciel couvert, avec cette posture d'homme satisfait de sa vie que je reconnaissais. Cette façon qu'il avait de se tenir quand il se croyait au sommet de quelque chose. Il y avait aussi une vidéo courte. Quelques secondes seulement. Lui qui levait son verre vers l'horizon, disant quelque chose que la caméra n'enregistrait pas clairement, mais avec un sourire tellement large, tellement libre, que j'ai dû poser le téléphone sur la table et regarder par la fenêtre pendant 1 minute entière pour ne pas laisser quelque chose se briser en moi. Pas de la colère. Pas de la tristesse non plus. Quelque chose de plus complexe. Le sentiment douloureux de reconnaître un homme qu'on a aimé profondément dans des gestes qui prouvent que cet amour n'a jamais été rendu à la même hauteur. 32 ans, et il souriait comme ça, ce sourire immense, ce sourire de quelqu'un qui respire enfin, avec d'autres, jamais avec moi.
Pas depuis très longtemps. J'ai repris le téléphone, j'ai enregistré la vidéo, et je suis passée à la suite. Gérard est arrivé à 14 heures précises, comme promis. Un homme grand, la soixantaine élégante, avec une veste en velours côtelé bordeaux et cette façon de marcher des gens qui ont de l'argent et qui ne le prouvent plus à personne. Il a garé sa voiture devant l'immeuble, il est monté, je lui ai ouvert la porte, et nous sommes allés directement au garage, sans perdre de temps en politesse inutile. Quand il a vu la voiture, il s'est arrêté. Juste une seconde. Et j'ai vu dans ses yeux ce que Loïc devait voir chaque samedi matin en descendant dans ce garage, cette fascination presque enfantine pour un objet beau et rare. Mais Gérard, lui, n'a rien dit de sentimental. Il a sorti une enveloppe de sa poche intérieure, il l'a posée sur le capot. Content, comme convenu. J'ai pris l'enveloppe sans la compter. Je lui ai tendu les clés. Il a souri pour la première fois depuis qu'il était arrivé. Loïc va être furieux. Oui, j'ai répondu simplement. C'est l'idée. Gérard a chargé la voiture sur son transporteur et est reparti avant 16 heures. Le garage était vide. Un grand rectangle de béton gris avec une tache d'huile au centre, là où la voiture avait toujours été garée. J'ai regardé ce vide pendant un moment et j'ai pensé que c'était peut-être une bonne métaphore pour ce que je ressentais. Un espace libéré, propre, disponible pour autre chose. Je suis remontée. J'ai appelé Maître Cassagne. Le gel est validé. Il m'a dit dès qu'il a décroché, sans même que j'aie le temps de parler. Le juge a signé ce matin. À partir de maintenant, aucun virement ne peut quitter les comptes joints. Les cartes bancaires liées à ces comptes seront bloquées d'ici 24 à 48 heures maximum. J'ai fermé les yeux une seconde. Merci, maître. C'est mon travail. Appelez-moi si quelque chose change. J'ai raccroché. Je me suis assise dans le canapé du salon. Notre canapé, que nous avions choisi ensemble dans une boutique du cours Julien il y a 12 ans, que j'avais voulu en velours vert et lui en cuir noir, et que nous avions finalement pris en velours vert parce que j'avais su convaincre. Ces petites victoires du quotidien conjugal qui semblent insignifiantes et qui, au fond, sont les seules traces réelles d'une vie commune. Le soir venu, j'ai ouvert le cahier à la page du jour 3. J'ai écrit en bas, en soulignant 2 fois, compte gelé, voiture vendue, demain, la maison. Parce que demain, le 4e jour, ce serait le tour de l'appartement. Et ce serait aussi, quelque part sur la Méditerranée, dans la salle à manger d'un navire de croisière, le moment où Loïc commencerait à sentir que quelque chose n'allait pas. Sans comprendre encore d'où ça venait, sans imaginer encore qui était derrière. Ce soir-là, il m'a envoyé un message texte. Court, affectueux en apparence. « Tu me manques, bientôt rentré, encore 2 jours. » J'ai lu le message, je l'ai posé sur la table basse. Et j'ai servi un verre de vin rouge, un bandol que j'avais gardé pour une occasion spéciale et qui me semblait parfaitement adapté à ce moment précis. Et je me suis installée dans le canapé vert avec le cahier ouvert sur les genoux, écoutant le silence de l'appartement. Ce silence nouveau qui n'était plus vide, mais plein de quelque chose que je commençais à identifier clairement. De la liberté, peut-être. Ou en tout cas, le premier goût de quelque chose qui y ressemblait. J'ai répondu au message avec 3 mots. Moi aussi, mon amour. Et j'ai éteint la lumière. Le 4e jour a été le jour où Loïc, quelque part au milieu de la Méditerranée, lors d'un dîner de gala avec ses 2 complices, a tendu sa carte au garçon. Et le garçon est revenu. Et puis revenu encore. Et le visage de mon mari, ce visage que je connaissais depuis 32 ans, a commencé à changer. Cécile était là, elle a tout filmé, et ce que j'ai reçu sur mon téléphone ce soir-là. J'ai regardé en buvant mon 2e verre de bandol. Le 4e jour s'est levé avec un soleil inattendu sur Marseille. Un de ces soleils d'automne tardif qui arrivent sans prévenir, froids mais lumineux, qui font briller les façades des immeubles haussmanniens et transforment les flaques d'eau sur les trottoirs en petits miroirs dispersés. Je me suis réveillée plus tard que les jours précédents, 6h30, ce qui me semblait presque luxueux comparé aux aubes précédentes. J'ai senti quelque chose de différent dans mon corps, pas de la légèreté exactement, plutôt une solidité nouvelle, comme si les décisions des jours précédents avaient eu un effet physique,
avait renforcé quelque chose dans ma colonne vertébrale que les années avaient peut-être un peu courbé sans que je m'en rende compte. J'ai ouvert le cahier avant même de préparer du thé. La page du jour 4 était déjà partiellement écrite depuis la veille au soir. J'ai relu mes notes, et puis j'ai ajouté en haut, en encadrant les mots d'un trait de stylo. Aujourd'hui, la maison parle. Parce que ce que j'allais faire ce matin, ce que j'avais décidé la nuit précédente en buvant mon bandol dans le silence de l'appartement, allait transformer physiquement l'espace que nous avions partagé. Je n'allais pas déménager, je n'allais pas partir, je restais. Mais lui et tout ce qu'il représentait dans ses murs allaient disparaître. J'ai commencé par son armoire. C'est une chose étrange que de vider l'armoire d'un homme qu'on a aimé. Les vêtements ont une présence particulière. Ils gardent la forme du corps, parfois l'odeur, ce fantôme textile d'une personne. Ses costumes sombres, ses chemises impeccablement repassées par moi pendant des années, ses pulls en cachemire qu'il portait le dimanche, ses cravates rangées par couleur dans la petite boîte en bois qu'il avait rapportée d'un voyage à Lyon. J'ai tout sorti, méthodiquement, sans brutalité, mais sans hésitation non plus. J'ai mis tout dans des cartons que j'avais achetés la veille dans une papeterie du quartier. Ensuite, ses affaires de bureau. Ses livres, ceux qui étaient vraiment les siens, pas ceux que nous avions achetés ensemble. Ses trophées du golf, alignés sur l'étagère du couloir avec cette fierté discrète qu'il avait pour ses performances sportives. Ses collections, les montres dans leur écrin, les stylos dans leur boîte, les petits objets accumulés au fil des années qui composaient le décor silencieux d'une vie. Tout est allé dans les cartons, pas à la poubelle. Je n'étais pas dans la brutalité. J'avais appelé le matin même une association caritative du 13e arrondissement qui venait chercher les dons à domicile. Ils passeraient dans l'après-midi. Ce qui avait appartenu à Loïc irait habiller des hommes qui en avaient besoin, meubler des espaces vides, remplir des vies différentes. Il y avait quelque chose de juste dans cette idée qui me plaisait. À 10 heures, j'ai appelé l'agence immobilière. La directrice s'appelait Madame Ferrand, une femme efficace que j'avais rencontrée 2 fois lors d'événements de quartier et dont j'avais gardé la carte sans jamais imaginer avoir à m'en servir pour ça. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Madame Ferrand, je souhaite mettre mon appartement en vente, le plus rapidement possible. Un court silence professionnel. Bien sûr. Puis-je vous demander la superficie et l'adresse ? Je lui ai donné les informations. Elle a tapé sur son clavier. Et puis, un bien de cette qualité dans ce quartier. Nous pouvons avoir des visites dès cette semaine si vous le souhaitez. Je le souhaite. Nous avons convenu qu'elle passerait le lendemain matin pour l'estimation et les premières photos. J'ai raccroché. J'ai noté dans le cahier « Agence immobilière, rendez-vous demain 9h, vente en cours ». L'après-midi, l'association est venue chercher les cartons. 2 jeunes hommes souriants qui ont chargé tout dans leur camionnette avec une efficacité tranquille. Quand ils sont repartis, j'ai refermé la porte et je me suis retourné vers l'appartement. Il était méconnaissable. Pas vide, les meubles communs étaient toujours là, les tableaux que nous avions choisis ensemble, les livres mélangés, la vaisselle. Mais il y avait des espaces nouveaux, des rectangles clairs sur les murs où ces cadres avaient de protéger la peinture de la lumière, des étagères avec des lacunes, une armoire ouverte et presque vide. L'appartement ressemblait à une phrase dont on aurait retiré certains mots, et curieusement, la phrase avait plus de sens sans eux. Je me suis fait du thé. Je me suis assise au bureau, son ancien bureau, maintenant le mien. Et j'ai attendu. À 19h30, mon téléphone a vibré. Cécile, pas un appel, une vidéo. Courte, floue par moments, prise de loin avec le zoom maximal, mais parfaitement lisible dans ce qu'elle montrait. La salle à manger principale du navire, un dîner de gala, nappes blanches, bougies, hommes en veste et femmes en robe. Et à une table près de la grande baie vitrée donnant sur la mer Noire du soir, Loïc et les 2 femmes. Elles étaient élégantes. Il était en costume sombre. Tout avait l'air parfait, sophistiqué, comme une scène de film. Puis le garçon s'est approché. Loïc a tendu sa carte avec ce geste naturel, désinvolte, d'un homme habitué à payer sans regarder l'addition. Le garçon est revenu. Il s'est penché discrètement vers Loïc et lui a murmuré quelque chose. Le visage de Loïc n'a pas bougé dans un premier temps. Cette maîtrise de soi qu'il avait toujours eue en public, cette façade parfaite.
Il a sorti une deuxième carte, une carte noire, celle qu'il sortait dans les grandes occasions avec une satisfaction visible. Le garçon est reparti. Les deux femmes continuaient de parler entre elles, inconscientes. Le garçon est revenu encore. Et là, sur la vidéo de Cécile, j'ai vu ce que je n'avais vu qu'une poignée de fois en 32 ans de mariage. Le visage de Loïc perdre son contrôle. Pas dramatiquement, pas de façon théâtrale, juste une imperceptible décomposition des traits, un léger blanchiment sous le hâle, 2 lignes qui se creusent entre les sourcils, une main qui se referme trop vite sur le bord de la table. La sueur sur le front que Cécile avait réussi à capturer dans le zoom, cette petite brillance sous la lumière des bougies qui trahissait tout. Il a sorti son téléphone. J'ai vu ses doigts taper rapidement. L'application bancaire, sans doute, ou peut-être un appel à quelqu'un. Les deux femmes l'observaient maintenant, l'air interrogateur, avec ses sourires légèrement figés, des gens qui commencent à comprendre que quelque chose ne va pas, mais qui ne savent pas encore quoi. Et puis, il a composé un numéro. Il a porté le téléphone à son oreille. Mon téléphone à moi, posé sur le bureau, a vibré au même moment. Son nom est apparu sur l'écran. Je l'ai regardé sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai pris mon verre de Bandol, le deuxième de la soirée, servi dans le grand verre en cristal que j'aimais, et j'ai bu une gorgée lentement pendant que le téléphone continuait de vibrer. Puis j'ai activé le mode avion. J'ai posé le verre. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Marseille dans la nuit, le reflet lointain du port, le ciel sans étoiles. Et j'ai pensé à lui là-bas, sur ce navire, avec ses cartes refusées et ses 2 complices qui commençaient à poser des questions, essayant de me joindre, essayant de comprendre, essayant de contrôler une situation qui lui avait complètement échappé sans qu'il sache encore ni quand, ni comment. 57 ans, 32 ans de mariage. Et c'était la première fois depuis très longtemps que je me sentais exactement là où je devais être. J'ai repris le cahier. J'ai ouvert la page du jour 5. Je n'ai pas encore écrit dessus. Le 5e jour n'avait pas encore commencé. Mais je savais déjà exactement ce qui allait se passer. Je savais depuis le premier soir, depuis le moment où j'avais refermé l'ordinateur et posé le cheveu sur l'écran. Depuis le moment où j'avais compris l'étendue de ce qu'il avait préparé contre moi. Le 5e jour était le plus important. Le 5e jour était celui pour lequel tout le reste n'avait été que préparation. J'ai fermé le cahier. J'ai éteint la lumière. Et pour la première fois depuis 4 nuits, je me suis endormi rapidement, profondément, sans que mon cerveau continue de tourner dans le noir. Ce que j'avais prévu pour le 5e jour, pour le moment où ce navire allait rentrer au port de Marseille, je ne l'avais encore dit à personne. Pas même à Cécile, pas même à Maître Cassagne. C'était mon plan, le plus précis, le plus définitif. Et il allait commencer exactement au moment où Loïc poserait le pied sur le quai en cherchant mon visage dans la foule. Le 5e jour est arrivé avec le Mistral, ce vent particulier de Marseille qui descend du nord avec une violence tranquille, qui fait claquer les volets, courber les arbres et transporte avec lui une clarté presque brutale, le genre de clarté qui ne laisse rien se cacher, ni les nuages, ni les mensonges. Je me suis réveillé en l'entendant siffler entre les immeubles, ce son aigu et persistant que les Marseillais reconnaissent les yeux fermés. Je suis resté un moment allongé, les yeux ouverts dans la pénombre de la chambre, écoutant ce vent qui semblait souffler exactement pour cette journée-là. J'ai pris une douche longue. J'ai choisi mes vêtements avec soin. Pas pour lui, cette fois, pas pour lui plaire ou l'impressionner. Pour moi, un tailleur gris anthracite que j'aimais et que je ne mettais que dans les occasions importantes. Des bottines noires à petits talons, les cheveux relevés, du rouge à lèvres discret, le genre de tenue qui dit « je suis là, je suis entière et je sais exactement ce que je fais ». J'ai ouvert le cahier une dernière fois. La page du jour 5 était encore vierge. Je n'avais pas écrit dessus la veille, comme je l'avais dit, parce que le 5e jour ne s'écrivait pas à l'avance. Il se vivait. J'ai juste posé le stylo sur la page ouverte, comme un signal à moi-même, et j'ai refermé le cahier sans écrire un seul mot. J'ai appelé Maître Cassagne à 7 heures du matin. Il a décroché immédiatement, comme s'il attendait mon appel. « Bonjour, le navire accoste à 11 heures, j'ai dit.
Nous avons besoin d'un huissier de justice au port pour 11h30, avec tous les documents. Vous pouvez organiser ça ? Une pause courte. C'est déjà organisé, il a répondu. J'ai anticipé. Maître Renaud sera au port avec les documents de notification. Je serai présent également. J'ai respiré. Merci. C'est mon travail, Madame Sylviane. À tout à l'heure. J'ai raccroché. J'ai bu mon thé debout devant la fenêtre, regardant Marseille s'éveiller sous le Mistral, les gens qui marchaient penchés en avant contre le vent, les drapeaux qui claquaient sur les façades des hôtels, les palmiers du boulevard qui ondulaient comme des danseuses. Cette ville que j'aimais. Cette ville où j'avais construit ma vie. Cette ville où, dans quelques heures, quelque chose allait se terminer définitivement. À 8h, Cécile m'a envoyé un message. Le navire approche. Il a mauvaise mine. Il a essayé de te joindre encore hier soir et ce matin. Il a l'air agité. Les deux femmes ont l'air distantes depuis hier soir. Je crois que la scène des cartes a semé le doute. Je descends avec les autres passagers à 11h. Je serai là. J'ai souri en lisant ce message. Cécile. 20 ans d'amitié. Elle avait embarqué sur ce croisière pour un voyage de plaisir personnel, un hasard, une coïncidence qui avait tout changé, et elle avait été, sans hésiter, sans calculer, exactement l'amie dont j'avais besoin au moment précis où j'en avais besoin. Je lui répondrai comme il se doit plus tard. Pour l'instant, j'avais encore une chose à faire avant de partir. Je suis allé dans le bureau. J'ai pris le cahier. Je l'ai ouvert à la première page. Cette page où j'avais écrit 4 jours plus tôt, d'une écriture ferme, jour 1. Il a 5 jours. J'en ai besoin de moins. J'ai lu chaque page, lentement, du premier au dernier mot écrit. Chaque décision, chaque action, chaque conversation avec Maître Cassagne, chaque photo de Cécile, la vente de la voiture, les cartons donnés, l'agence immobilière, les comptes gelés, 5 jours. Ou presque. J'ai refermé le cahier, je l'ai mis dans mon sac, et je suis sortie. Le trajet jusqu'au Vieux-Port a pris 20 minutes sous le Mistral. J'ai garé la voiture dans le parking souterrain de la place de la Joliette et j'ai marché jusqu'au quai. L'air sentait le sel et l'iode avec une intensité particulière ce matin-là, comme si la mer elle-même participait à la scène qui allait se jouer. Les mouettes criaient dans le ciel blanc. Les amarres des petits bateaux de pêche claquaient contre les coques. Et au loin, se découpant lentement sur l'horizon, le profil blanc et immense du navire de croisière qui rentrait au port. Je me suis arrêté à l'écart, pas sur le quai principal, pas là où les familles et les chauffeurs attendaient avec leurs pancartes et leurs sourires de retrouvailles. Je me suis placé plus loin, dans l'ombre partielle d'un bâtiment administratif du port, d'où je pouvais voir sans être vu. Maître Cassagne est arrivé à 10h50. Avec lui, un homme plus jeune que je ne connaissais pas, Maître Renaud, l'huissier de justice, costume sombre, cartable en cuir, visage impassible de quelqu'un habitué aux moments difficiles. Ils se sont postés sur le quai, légèrement sur le côté, sans se faire remarquer parmi les autres personnes qui attendaient. Le navire a accosté à 11h07. Les passerelles ont été mises en place. Les premiers passagers ont commencé à descendre. Familles avec enfants, couples âgés, petits groupes d'amis. Le flux habituel des fins de croisière, les gens traînant leurs valises, cherchant leurs proches dans la foule, avec ces expressions mélangées de fatigue et de satisfaction des voyageurs qui rentrent. Et puis je l'ai vu. Il est apparu en haut de la passerelle, sa grande valise grise devant lui, les roulettes qui grincent, ce son que j'aurais reconnu les yeux fermés. Il portait son manteau bleu marine. Il avait l'air fatigué. Pas du beau fatigué des voyageurs heureux, fatigué d'une façon creuse, tendue, avec quelque chose d'inquiet dans la façon dont ses yeux parcouraient le quai dès qu'il a posé le pied sur la passerelle. Il cherchait. Je savais ce qu'il cherchait. Il cherchait mon visage. Il cherchait le manteau beige. Il cherchait le sourire que j'avais toujours eu pour lui à chaque retour. Ce sourire de femme qui attend, qui pardonne d'avance, qui reçoit. Il cherchait la Sylviane qu'il avait laissée sur ce quai 5 jours plus tôt, avec un baiser sans saveur sur le front, convaincu qu'elle serait encore là, exactement pareille, exactement à sa place. Il ne m'a pas trouvé. Ce qu'il a trouvé à la place, c'est un homme en costume sombre,
qui tenait une plaque avec son prénom et son nom écrit en lettres capitales noires. Et à côté de cet homme, Maître Cassagne, avec son dossier sous le bras et cette expression professionnelle qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Je l'ai regardé s'arrêter. Je l'ai regardé plisser les yeux. Je l'ai regardé comprendre lentement, par couches successives, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve et qui met plusieurs secondes à identifier le plafond au-dessus de lui. Maître Renaud s'est approché. Il a prononcé son nom. Il lui a tendu les documents, la notification de blocage total des avoirs pour suspicion de fraude patrimoniale et d'évasion de capitaux, les papiers du divorce et l'information qu'il était convoqué pour s'expliquer. Loïc a pris les documents. Ses mains, j'ai pu le voir même de loin, n'étaient pas tout à fait stables. Il a regardé les papiers. Il a relevé les yeux. Il a regardé autour de lui une nouvelle fois, cherchant encore, ne comprenant pas encore complètement, avec cette expression d'un homme dont le sol vient de se dérober, mais qui refuse encore d'admettre qu'il tombe. C'est à ce moment-là que Cécile a descendu la passerelle. Elle est passée derrière lui, lentement, élégamment. Avec cette façon de marcher qu'elle avait, droite et légère, sans jamais sembler pressée. Elle s'est arrêtée juste le temps qu'il fallait. Elle s'est retournée vers lui. Et elle lui a dit, d'une voix basse, mais parfaitement audible dans le vent du port, « Ta femme t'envoie ses souvenirs de l'au-delà. Le deuil est terminé. » Elle a continué de marcher sans se retourner. Loïc est resté immobile sur le quai, les documents à la main, la valise à roulettes à ses pieds, le mistral qui faisait battre les pans de son manteau bleu marine. Autour de lui, la vie du port continuait. Les passagers qui descendaient, les familles qui se retrouvaient, les mouettes qui criaient là-haut. Le monde continuait de tourner avec la même indifférence absolue pour les catastrophes personnelles. Moi, je suis resté dans mon coin, à l'abri du mistral, et je l'ai regardé encore un moment, pas par cruauté, pas pour savourer quelque chose de mauvais, mais parce que je voulais garder cette image, pas lui, pas sa confusion ou son humiliation, mais ce quai, ce port, cette lumière d'automne sur l'eau, ce vent qui sentait le large. Je voulais garder l'image de l'endroit où quelque chose de très long avait enfin pris fin. Je suis rentrée à l'appartement. J'ai pris le cahier. Je me suis assise à la table de la cuisine. Et j'ai écrit sur la page du 5e jour, la seule page encore vierge, les 2 derniers mots de cette histoire. 2 mots seulement. Ce que j'ai écrit, je vais vous le dire maintenant. Je suis rentrée à pied. Je n'avais pas prévu de rentrer à pied. La voiture était garée dans le parking souterrain de la Joliette, à 20 minutes du port, et le Mistral soufflait toujours avec cette constance implacable qui fait de chaque pas une petite résistance physique. Mais j'avais besoin de marcher. J'avais besoin de sentir Marseille sous mes pieds, dans mon corps, dans mes poumons. J'avais besoin de ce temps entre le port et l'appartement pour laisser quelque chose se déposer en moi avant d'arriver chez moi et de refermer la porte. J'ai longé le quai du port. Les bateaux de pêche rentraient, les filets encore humides, les moteurs ronronnant doucement. Des hommes déchargèrent des caisses avec des gestes précis et anciens, les mêmes gestes que leurs pères avaient eus avant eux sur ces mêmes quais. Il y avait quelque chose de profondément rassurant dans cette continuité silencieuse. La vie qui continue, les hommes qui travaillent, la mer qui reste la mer, quelles que soient les histoires humaines qui se joignent sur ses bords. J'ai marché dans le Panier, le vieux quartier aux ruelles étroites et aux façades colorées qui grimpent vers la colline de la Garde. Le Mistral s'engouffrait entre les maisons avec un bruit creux, soulevant quelques feuilles mortes sur les pavés inégaux. Une vieille femme sur un balcon du 2e étage rentrait son linge en vitesse avant que le vent ne l'emporte. 2 enfants couraient en riant dans une ruelle, indifférents au froid. Un charroux dormait en boule sur le rebord d'une fenêtre fermée, indifférent à tout. Je marchais lentement, le sac sur l'épaule, le cahier dedans. Je pensais à beaucoup de choses en même temps et à rien de précis. Je pensais à la date de notre mariage, tapée comme mot de passe sur son ordinateur pendant toutes ces années. Cette ironie amère d'un homme qui utilise le jour le plus important de leur vie commune comme code d'accès à la preuve de sa trahison. Je pensais au beige de mon manteau sur le quai, il y avait 5 jours, et à ce baiser sur le front qui ne pesait rien. Je pensais à Cécile remontant la passerelle avec son élégance tranquille,
prononçant cette phrase avec la précision d'une actrice qui a répété son texte sans que personne ne le sache. Je pensais à Maître Cassagne et à son sourire discret de la première matinée au cabinet de la rue Paradis. Et je pensais à moi, à la femme que j'avais été pendant 32 ans, à la femme qui s'était levée tôt pour repasser ses chemises, qui avait choisi le canapé vert contre son avis parce que parfois, dans un mariage, on choisit le canapé vert et ça compte, qui avait cru, sincèrement, profondément, que l'amour était quelque chose qu'on construisait ensemble sur la durée, que le temps et les habitudes et les petits rituels quotidiens formaient quelque chose de solide, quelque chose de réel. Ce n'était pas de la naïveté. Je refusais d'appeler ça de la naïveté. C'était de la confiance. Et il y a une différence fondamentale entre une femme naïve et une femme qui fait confiance. La femme naïve ne voit pas les signaux. La femme qui fait confiance choisit de croire malgré eux. J'avais peut-être vu des signaux. Peut-être que ce baiser du front n'était pas le premier baiser vide. Peut-être qu'il y avait eu d'autres moments, d'autres absences, d'autres légèretés que j'avais rangées dans ce tiroir intérieur où l'on met les choses qu'on ne veut pas examiner trop attentivement. Mais je n'allais pas passer les prochaines années à me reprocher d'avoir aimé. Je suis arrivée devant l'immeuble. J'ai levé les yeux vers les fenêtres de notre appartement. Mon appartement, maintenant, du moins pour le temps qu'il resterait en ma possession avant la vente. Les volets étaient ouverts comme je les avais laissés ce matin. La lumière du jour entrait par les vitres. Tout avait l'air normal de l'extérieur, comme toujours, comme tous les immeubles qui contiennent des vies compliquées derrière leurs façades ordinaires. Je suis montée. J'ai ouvert la porte. L'appartement sentait comme il sentait depuis 4 jours maintenant. Sans cette note particulière qui avait été là pendant 32 ans, cette odeur de son aftershave et de ses papiers de bureau et de lui, tout simplement, cette présence olfactive d'une personne qui habite un espace. L'appartement sentait uniquement moi désormais, mon café du matin, ma crème de jour, les fleurs que j'avais achetées avant-hier sur le marché du cours Julien parce que j'avais eu soudainement envie de couleur dans cette maison en train de se transformer. J'ai posé le sac sur la chaise du couloir. J'ai retiré les bottines. J'ai gardé le tailleur gris. Je n'avais pas envie de m'en défaire encore. J'ai mis de l'eau à chauffer. Et puis j'ai pris le cahier. Je me suis assise à la table de la cuisine, là où tout avait commencé 5 jours plus tôt. Là où j'avais posé le téléphone après l'appel de Cécile, là où j'avais pris la carafe d'eau et bu lentement avant d'aller chercher ce cahier dans le tiroir. Il y avait quelque chose de juste dans le fait de terminer ici, à cette même table, dans cette même lumière. La lumière de la fenêtre qui donnait sur les toits de Marseille, les mêmes toits que j'avais regardés pendant 5 jours comme s'ils pouvaient me donner des réponses. J'ai ouvert le cahier à la dernière page écrite. J'ai relu une dernière fois. Pas tout. C'était trop long, trop dense. Juste les premières lignes de chaque jour. Ces premières lignes qui ressemblaient maintenant à des titres de chapitres d'une histoire que je n'aurais pas imaginé pouvoir écrire. Jour 1. Il a 5 jours. J'en ai besoin de moins. Jour 2. Les contes parlent plus fort que les mots. Jour 3. Une femme morte ne peut pas se défendre, mais je ne suis pas morte. Jour 4. La maison dit ce que le mariage ne disait plus. Et puis la page du 5e jour, encore vierge, que j'avais laissée intentionnellement pour ce moment. J'ai pris le stylo. L'eau avait bouilli. Je me suis levée, j'ai préparé mon thé, je suis revenue à la table, j'ai soufflé doucement sur la tasse, et j'ai regardé la page blanche pendant un long moment avant d'écrire. Pas parce que je ne savais pas quoi mettre, mais parce que certains moments méritent qu'on prenne le temps de les sentir avant de les figer dans les mots. Parce que les mots restent, eux. Les mots sur le papier restent quand tout le reste change, quand les personnes partent, quand les appartements se vendent, quand les vies se reconfigurent. Et je voulais que ces 2 mots-là, les 2 mots que j'allais écrire sur cette dernière page, soient exactement les bons. J'ai posé la pointe du stylo sur le papier. Et j'ai écrit 2 mots, en lettres majuscules, au centre de la page, avec cet espace blanc tout autour qui leur donnait le poids et la dignité qu'ils méritaient. C'est fait. J'ai refermé le cahier. J'ai bu mon thé. Dehors, le Mistral continuait de souffler sur Marseille, sur le port, sur la mer. Sur le quai où quelques heures plus tôt, un homme avait tenu des papiers entre ses mains avec des doigts tremblants.
sur le navire qui se préparait probablement à repartir vers d'autres ports, indifférent aux histoires humaines qu'il avait transportées, sur les toits de tuiles orangées, sur les palmiers penchés, sur les mouettes obstinées qui criaient dans le ciel blanc. J'ai pensé à ce que les prochains jours allaient apporter. Les appels d'avocats, les démarches administratives, les décisions pratiques d'une vie qui se reconfigure. Il y aurait des moments difficiles. Je n'étais pas assez naïve pour croire que la clarté de ces 5 jours serait constante, que la force que j'avais sentie dans ma colonne vertébrale ne vacillerait jamais. Il y aurait des nuits plus dures, des matins moins nets, des moments où la table serait simplement trop grande pour une seule personne. Mais il y aurait aussi autre chose. Quelque chose que je commençais seulement à entrevoir, comme une lumière au bout d'un couloir qu'on n'avait jamais osé parcourir. La possibilité d'une vie qui m'appartenait entièrement, pas à moitié, pas en négociation permanente, entièrement, à 57 ans. Ce n'était pas une fin. Je refusais que ce soit une fin. Il me reste une chose à vous dire, une chose que je n'ai dite à personne d'autre. Ce que j'ai ressenti exactement sur ce quai, à l'instant précis où j'ai vu Loïc tenir ses papiers dans ses mains, et ce que cette sensation m'a appris sur moi-même après 32 ans. C'est la partie 8. Et c'est la plus importante. Il y a une question que tout le monde me poserait si je racontais cette histoire. Une question que vous vous posez peut-être en ce moment même, après avoir tout entendu, les 5 jours, le cahier, les comptes gelés, la voiture vendue, les papiers sur le quai, la phrase de Cécile dans le vent du port. La question que les gens posent toujours quand une femme fait quelque chose de courageux et de précis et de froid, dans un moment où tout le monde attendrait qu'elle s'effondre. La question est « Est-ce que tu as pleuré ?» Et la réponse honnête, la seule réponse vraie que je puisse donner, c'est « Oui », mais pas quand vous pensez. Je n'ai pas pleuré sur le quai. Je n'ai pas pleuré en regardant Loïc tenir les documents avec ses mains qui tremblaient légèrement dans le Mistral. Je n'ai pas pleuré en rentrant à pied dans les ruelles du Panier, ni en montant les escaliers de l'immeuble, ni en posant le cahier sur la table et en écrivant ces 2 mots en majuscules au centre de la dernière page vierge. J'ai pleuré le soir du premier jour, après avoir raccroché avec Cécile, après avoir pris la carafe d'eau dans le réfrigérateur et bu debout devant la fenêtre, après avoir été chercher le cahier dans le tiroir du bureau et écrit la première ligne. Après tout ça, quand le stylo était reposé et que le cahier était fermé et que l'appartement était silencieux autour de moi avec toute l'immensité de ce silence particulier des maisons où quelqu'un vient de partir, j'ai pleuré. Pas longtemps. 20 minutes peut-être. Assise par terre contre le canapé vert, les genoux remontés contre la poitrine, dans le noir de la cuisine, avec les lumières de Marseille qui entraient par la fenêtre et dessinaient des rectangles jaunes sur le sol. J'ai pleuré sans bruit, comme on pleure quand on est adulte et qu'on sait que personne ne viendra, que personne n'entendra, que les larmes ne servent à rien d'autre qu'à traverser quelque chose qu'on ne peut pas contourner. Je pleurais pour la femme que j'avais été, pour les 32 ans, pour les roulettes qui grincent et les petits déjeuners du dimanche et le canapé vert et les anniversaires célébrés dans des restaurants que lui choisissait toujours, pour la date de notre mariage utilisée comme mot de passe, pour tous les baisers qui avaient peut-être été vrais au début et qui étaient devenus, à un moment que je ne pouvais pas situer précisément, des gestes vides. Pour la femme qui s'était levée tôt et avait repassé les chemises et avait cru, sincèrement, profondément, que ça comptait. Je pleurais pour elle, pas pour lui. Et quand les larmes se sont arrêtées, parce qu'elles s'arrêtent toujours, c'est leur nature, je me suis relevée. Je suis allée dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage. Je me suis regardée dans le miroir pendant une longue minute, les yeux légèrement gonflés, le mascara effacé, le rouge à lèvres parti depuis longtemps. Et j'ai vu quelque chose dans ce miroir que je n'avais pas vu depuis des années. Mon propre visage. Juste le mien, sans chercher derrière ce que quelqu'un d'autre en pensait. C'est ce moment-là que je voulais vous raconter. Ce moment dans la salle de bain du premier soir, pas le quai du 5e jour. Parce que c'est là que tout a vraiment commencé. Pas avec le cahier, pas avec la clé USB, pas avec l'appel à Maître Cassagne.
mais avec cette femme aux yeux gonflés, qui se regardait dans un miroir à minuit et qui décidait, sans le formuler encore clairement, qu'elle n'avait pas survécu à 57 ans pour finir effacée par quelqu'un qui avait utilisé la date de leur mariage comme mot de passe tout en planifiant de la laisser sans rien. Ce moment dans la salle de bain, c'était le vrai premier jour. Les 4 jours suivants n'avaient été que la traduction pratique d'une décision prise dans ce miroir. Maintenant, des semaines ont passé. L'appartement est toujours en vente. Madame Ferrand m'a dit qu'il y avait déjà 3 visites de sérieux acheteurs. Maître Cassagne avance sur le dossier avec cette précision méthodique qui est sa façon d'être dans la vie. Les procédures judiciaires suivent leur cours. Lentement, comme toujours dans ce pays, mais sûrement. Les entreprises de façade sont sous examen. Les transferts sont gelés et en cours d'analyse. Loïc a un avocat maintenant. Bien sûr. Évidemment. Il a pris quelqu'un de bien, paraît-il. Quelqu'un d'agressif, du genre qui attaque d'abord pour négocier ensuite. Je l'ai appris par Maître Cassagne qui m'en a parlé avec ce calme de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans une carrière longue et qui ne s'affole pas facilement. « Laissez-moi faire », m'a-t-il dit simplement. « C'est ce pourquoi vous me payez. » Les 2 femmes du navire, j'ai appris par des voies indirectes, ont coupé tout contact avec Loïc dès leur retour à quai. La nouvelle de sa situation financière réelle et des accusations en cours avait circulé vite. Le vieux-veau romantique, avec des investisseurs suisses, s'était transformé en quelques heures en un homme sous enquête pour fraude, avec des comptes gelés et un avocat à sa porte. Le charme avait ses limites. Cécile est venue dîner il y a 10 jours. On a mangé dans la cuisine, des pâtes simples, du vin, du pain, pas de restaurant, pas d'occasion particulière. Juste 2 amis à une table de cuisine un soir d'automne. On a beaucoup parlé. On a ri aussi, ce qui m'a surprise au début. Ce rire qui remontait naturellement dans une conversation sur des choses qui n'avaient rien de drôle en apparence, et puis j'ai compris que ce rire-là était sain, qu'il était la preuve que quelque chose en moi avait décidé de continuer vers l'avant. Avant de partir, Cécile m'a serré fort dans ses bras, sur le pas de la porte, et elle m'a dit, dans cette façon directe qu'elle a toujours eue qui m'avait parfois agacée et que j'aimais profondément ce soir-là. « Tu sais ce qui m'a le plus impressionné dans tout ça ? Ce n'est pas le plan, ce n'est pas les 5 jours, c'est que tu n'as jamais crié, tu n'as jamais perdu le contrôle, tu as juste réfléchi et agi. » Elle a souri. C'est ça, la vraie force. Je l'ai regardée descendre les escaliers. J'ai refermé la porte, et je suis resté un moment appuyé contre elle, dans le couloir de mon appartement, entouré de ces murs qui allaient bientôt appartenir à quelqu'un d'autre, dans cette ville que le Mistral traverse chaque automne avec sa clarté brutale et lumineuse. J'ai pensé à ce que Cécile venait de dire. La vraie force. J'avais réfléchi et agi. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que je n'avais dit à personne, et que je vous dis maintenant, c'est que pendant ces 5 jours, derrière toute la précision et toute la méthode, il y avait quelque chose de beaucoup plus simple. Quelque chose que je n'aurais pas su formuler le premier soir, assise par terre contre le canapé vert, mais que je comprenais maintenant avec une clarté absolue. Ce n'était pas de la vengeance. La vengeance cherche à faire souffrir l'autre. La vengeance regarde en arrière. Elle se nourrit de la blessure. Elle veut que la douleur soit partagée, comptabilisée, rendue au double. Ce n'est pas ce que j'avais fait pendant ces 5 jours. Ce que j'avais fait, c'était construire une sortie digne, construire la protection de ce qui me revenait légitimement après 32 ans, construire les conditions d'une vie qui pourrait exister après. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie lucide, et peut-être, le début de quelque chose. J'ai 57 ans, je connais Marseille par cœur. J'ai un cahier à couverture rigide noire dans le tiroir de mon bureau, avec 2 mots en majuscules sur la dernière page. J'ai une amie qui est montée sur un navire par hasard et qui a changé le cours de ma vie en retournant une caméra. J'ai un avocat rue Paradis qui fait son travail avec la précision d'un horloger. Et j'ai, pour la première fois depuis très longtemps, un appartement qui ne sent que moi. Ce n'est pas une fin. Je refuse que ce soit une fin. C'est un matin de novembre à Marseille, avec le Mistral qui souffle et les mouettes qui crient, et la mer qui scintille au loin entre les immeubles. Et une femme qui ouvre sa fenêtre.
laisse entrer l'air froid et salé et respire. Profondément. Complètement. Pour elle seule. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si vous vous êtes reconnu dans certains moments, si quelque chose ici a touché quelque chose en vous, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Revenez, il y a encore beaucoup d'histoires à raconter, et certaines d'entre elles vous attendent déjà.